Alors, bonjour, j'espère que vous vous êtes un peu détendu puisque la deuxième partie, on va avoir plein de questions aussi. Et donc, on divise ça en 3 parties avec toujours le même principe où on reste avec un espace de discussion d'au moins 15 minutes à la fin parce que des fois, entre 2 présentations, vous n'avez pas eu le temps où il y a les questions qui vous viennent en escalier. Hein, donc, c'est bien qu'on vous laisse le temps de pouvoir les poser à la fin de notre séance. Donc, la première présentation va être par Sigolène Delmas. Je suis sûre que beaucoup d'entre vous la connaissent puisqu'elle nous fait souvent des présentations à la Société de Colpo. Et donc, elle va nous parler des femmes enceintes. Une situation délicate, vous voyez, donc effectivement. Et je pense que c'est bien qu'on aborde ce sujet parce que les recommandations ne se sont pas complètement adaptées à cette situation à l'époque où on avait fait les recommandations en 2016 et quand on a fait l'HPV en 2019, il n'y avait pas toujours eu une remise à jour de ces recommandations. Donc, très bien. Sigolène, la parole pour 20 minutes. Voilà, alors je vais vous parler, alors on va surtout faire de la colposcopie lors de cet exposé, puisqu'effectivement l'examen colposcopique des femmes enceintes est une situation, on va dire, difficile, on pourrait dire délicate. Alors l'objectif de la colposcopie pendant la grossesse n'est évidemment pas exactement le même que chez une patiente non enceinte, puisqu'effectivement on va être amené à différer le diagnostic d'une lésion intraépithéliale de haut grade dans le postpartum et bien évidemment de ne pas traiter les lésions intraépithéliales de bas grade. Les indications de la colposcopie ne changent pas par rapport à une femme non gravide. On retrouvera les frottis cervico-utérins pathologiques, hormis les frottis ascus et LSIL, toutes ces patientes ayant bien sûr été triées au départ par la réalisation d'un test HPV au départ, puisque la cytologie aura été faite réflexe ensuite. On ne fera des colposcopies que chez les femmes ayant des frottis HSIL, ASCASH ou AGC, qui sont des cytologies pourvoyeuses avec un grand pourcentage de lésions intraépithéliales de haut grade, voire de lésions invasives. C'est pour ça qu'on réserve la colposcopie pendant la grossesse à ces indications. On trouve dans l'indication qui concerne également les femmes non enceintes le col évidemment cliniquement suspect qui ne doit pas faire l'objet d'un test de dépistage mais bien d'une colposcopie d'emblée. Et enfin les saignements d'origine indéterminée. Il faut quand même rappeler la fréquence de survenue d'un cancer du col pendant la grossesse, qui est un événement rare, mais bien évidemment dramatique. Et il faut retenir que cette situation grave de cancer du col est exceptionnellement révélée par un test positif, alors qu'il n'existe aucun symptôme. Et c'est là que revêt toute l'importance de notre interrogatoire de ces patientes. Il convient d'interroger soigneusement sur la survenue de métrorragie provoquée, par exemple, ou la survenue depuis le début de la grossesse de métrorragie, ou en tout cas de saignement d'origine indéterminée. Et là, l'examen clinique a toute sa place. Il faut regarder et examiner le col de nos femmes enceintes. En effet, malheureusement, le diagnostic est souvent retardé. Alors, je n'ai mis que 2 clichés, mais de cancer du col évident, avec des histoires évidemment catastrophiques. Une jeune dame de 32 ans qui n'a pas de suivi, qui saigne depuis le début de sa grossesse, on ne va pas dire métrorragie, personne n'a jamais regardé son col, et on découvre à 6 mois de grossesse un cancer du col évident. Ici, la même chose, mais sur un refus d'examen. Alors évidemment, il faut avoir le consentement de la patiente pour réaliser l'examen gynécologique et la mise en place du spéculum. Et le diagnostic sera porté devant des hémorragies sévères génitales avec un diagnostic de tumeur neuroendocrine du col. Alors pour faire un bon examen, il va falloir connaître l'aspect du col pendant la grossesse qui est un bouleversement, on va dire, hormonal, avec des taux d'hormones absolument énormes qui vont induire des changements d'abord anatomiques. Je me souviens quand j'étais jeune, on me disait tu vas voir, tu vas reconnaître le col de la femme enceinte au spéculum, il est cyanosé, il est lilacé. Et c'est la première chose qu'on apprend effectivement quand on est interne. Et sur la première diapositive du haut, on constate effectivement cette couleur très particulière.
Le col va devenir hypertrophique, il prend toute la place dans le spéculum et l'examen est parfois fastidieux. Et la glaire cervicale qui provient de cet orifice est parfois une véritable gêne à l'examen. Et vous voyez sur les deux clichés, deux glaires parfaitement opaques qu'il va être difficile de récliner pour chercher la fameuse ligne de jonction dont Jean Gondry a parlé tout à l'heure. Enfin, la grossesse avançant, le vagin va également, on va dire, s'assouplir et faire de véritables rideaux. Et parfois, on n'arrive pas à exposer. On met son spéculum et on se retrouve avec ce prolapsus des parois vaginales, la glaire en plus, pour peu que l'on ait irrité le col en passant avec son spéculum, des saignements de contact. Et tout cela s'additionne au fur et à mesure que la grossesse avance. Donc, quand faire une colposcopie? Alors évidemment, de manière optimale, c'est à la fin du premier trimestre et bien avant le troisième trimestre, en sachant que la mise en évidence par biopsie d'une lésion intraépithéliale de haut grade à la fin du premier trimestre ou du deuxième trimestre devra être réévaluée si possible dans le troisième trimestre, et ce n'est pas facile du tout évidemment, et faire l'objet de nouvelles biopsies en cas d'impression d'aggravation colposcopique. Mais que si aggravation. Si l'aspect n'a pas changé, on ne réalisera pas de nouvelles biopsies à ce moment-là. Que faire pour s'aider? On peut s'aider mécaniquement, alors chacun a son petit truc, l'utilisation d'un très long spéculum, d'écarteurs vaginaux latéraux, et il faut être patient, il faut tourner le spéculum, c'est parfois douloureux, et il faut examiner cadran par cadran, notamment lorsque l'ectopie cylindrique est étendue à la surface. Certains utilisent de l'acide acétique à 5%, qui permet, on va dire, d'avoir une meilleure efficacité sur le mucus. On peut utiliser un préservatif, j'avoue que j'utilise cet artifice assez souvent, qui est coupé à son extrémité, que l'on enfile sur le spéculum, et ça va permettre, vous voyez, cliché, d'un côté on ne l'a pas mis, de l'autre côté vous chaussez un préservatif, et c'est miraculeux, on parvient à visualiser le col de manière tout à fait adéquate. On utilisera également la baisse-langue et traditionnellement le petit coton-tige qui doit faire partie de l'attirail de tout bon colposcopiste. Un autre exemple ici, vous voyez l'examen complet en haut sans préservatif et en bas avec un col parfaitement bien exposé suite à l'utilisation du préservatif. On peut également constater dans certains cas une ectopie cylindrique étendue à la surface du col. Alors du coup, l'énorme avantage, c'est de suivre la ligne de jonction aisément, mais parfois ça devient un véritable obstacle, notamment dans le cadre de ces ectropions extrêmement étendus qui se retrouvent avec finalement une ligne de jonction que vous ne parvenez pas à suivre parfois jusque dans les cul-de-sac. Donc c'est vrai que ça peut être un obstacle, notamment par l'aspect aussi que peut prendre certains ectropions avec de véritables failles, où l'œil expérimenté conclura peut-être pas un ectropion pur, tellement vous voyez que les failles peuvent être importantes. Là, on va prendre quelques minutes pour parler de décidiose, qui est vraiment quelque chose de spécifique à la grossesse. D'abord, il faut savoir que c'est fréquent, jusqu'à 40%. Donc vous allez forcément, en faisant des colposcopies chez des femmes enceintes, en trouver. D'accord ? C'est un phénomène qui est physiologique, évidemment, au niveau de l'endomètre, et c'est la localisation ectopique de ce phénomène qui va se retrouver en surface du col, avec des aspects qui peuvent parfois être inquiétants. Ici, un nodule de décidéose érythémateux, donc vous voyez, c'est les fameuses taches de bougie que l'on peut retrouver notées dans les manuels. Ils peuvent être rougeaux, comme ceci, érythémateux. Ici, une autre colposcopie. Alors vous voyez que ça, c'était les recommandations avant les recommandations de 2016, où on avait fait une colposcopie pour un ascus. Donc ce sont des clichés qui ont déjà quelques années. Et vous entreapercevez les nodules de décidiose, je ne sais pas si je peux avoir, voilà, qui sont rougeâtres. On peut dire aussi érythémateux si on aime les terminologies de dermatologie. Parfois, il y a une petite dépression au sommet qui est assez caractéristique et un fin réseau vasculaire. Ici, à l'acide acétique, les nodules de décidiose vont légèrement blanchir sans excès et bien sûr, on n'omettra pas de regarder la zone anormale, ici une zone de transformation de grade 2, et de repérer la ligne de jonction pour faire la colposcopie complète. La biopsie qui a été faite ici à midi, sur une transformation atypique de grade 2, que l'on a aussi sur la lèvre postérieure, avec une ligne de jonction qui, grâce au coton-tige, apparaît et qui était Z2, et on aura une lésion intraépithéliale de haut grade avec déciduose.
Ici, d'autres nodules, vous voyez bien la petite dépression au sommet, ce sont vraiment des nodules qui sont en relief. Et on peut également avoir, plus perturbant, non plus des nodules en relief, mais bien des formes érosives. C'est aussi une déciduose sous-malpighienne, mais avec, voyez, on voit bien qu'il y a comme une perte de substance. Certains pourraient même le confondre avec des lésions herpétiques que l'on peut parfois avoir au niveau du col. La forme érosive peut parfois paraître, voyez, beaucoup plus inquiétante, avec comme une perte de substance. Bien sûr, cette femme enceinte est en plus adressée pour un test de dépistage anormal, avec un frottis cervico-utérin pathologique de haut grade. Donc évidemment que cet aspect érosif avec ces suffusions hémorragiques doit être biopsié, mais il s'agissait d'une déciduose également sous-malpighienne dans sa forme érosive. Parfois, lorsqu'il s'agit de déciduose, donc à ce moment-là des glandes sur le col, on peut avoir de véritables polypes décidualisés qui sont, comme vous pouvez le voir, très impressionnants. Un aspect qui peut également paraître inquiétant, ici avec acide acétique, ce sont les déciduoses du tissu glandulaire qui apparaissent avec des papilles givrées complètement qui pourraient faire confondre l'examen avec un adénocarcinome in situ. Donc évidemment qu'il va falloir biopsier cet aspect, mais ne pas être étonné si l'analyse anatomopathologique fait le diagnostic de déciduose glandulaire. Ici, un autre aspect qui nous avait, je vous avoue, énormément inquiété, une patiente qui n'était pas référée au départ pour son test cytologique qui était ASCUS HPV oris positif, puisque je vous rappelle que ceux-ci, on va les différer dans le postpartum, mais bien pour des saignements persistants à 18 semaines. Là, c'est le col sans préparation, et vous voyez que ce col est quasiment pseudo-tumoral, avec, là on est sans préparation, des suffusions hémorragiques qui paraissent effectivement inquiétantes. L'application d'acide acétique retrouve un aspect, alors là il n'y a pas d'autre terme, entièrement givré du col. On a l'impression qu'on vient de lui faire une cryothérapie locale et persistance de suffusion. Donc elle a bénéficié de biopsie bien sûr. Il s'agissait de déciduose et cet aspect a entièrement régressé dans le postpartum. Et vous voyez que la déciduose peut être extrêmement impressionnante. On peut passer de nodules, comme nous avons vu très classiques, jusqu'à cet aspect complètement de col givré. Ici, un aspect très inquiétant avec, vous voyez, un relief. Alors, si on regarde de plus près, effectivement, il y a une vascularisation qui est assez aberrante, très fine, avec épingle à cheveux. À l'acide acétique, c'est encore plus inquiétant. C'était une dame qui était adressée pour, après test de dépistage HPV, une cytologie de haut grade. Alors évidemment, on repère des zones acidophiles de transformation atypique de grade 2 et cet aspect pseudo-tumoral adjacent. Les biopsies ont montré que l'aspect en relief, c'était bien de la déciduose et qu'il y avait associé une lésion intraépithéliale de haut grade. Et vous voyez que ça peut prendre vraiment des aspects très inquiétants. Mais ce n'est pas majoritaire, bien sûr. Cela renvoie au fait que l'on peut faire, je vous ai parlé à plusieurs reprises de biopsie, et évidemment que sur ces aspects de suspicion de lésions intraépithéliales de haut grade, notamment, les biopsies sont recommandées, ainsi que lorsque l'on suspecte évidemment une lésion micro-invasive ou invasive. Contrairement à ce que l'on croit, il y a très peu d'hémorragie nécessitant l'hospitalisation de la patiente. C'est quelque chose dont on a tous peur. Alors c'est vrai que vous allez me dire, bah oui madame, vous travaillez en centre hospitalier universitaire, vous avez le service d'hospitalisation à disposition, c'est vrai. J'ai des grosses mèches et des pinces qui coupent très bien. Alors c'est vrai qu'il faut des pinces qui coupent très bien. C'est vrai que les pinces qui sont, vous savez, en plastique et qui ont tendance à faire plus un petit arrachage du col sont plutôt, je dis ça en tant que femme de terrain, quelque chose de moins net et qui va sans doute être plus hémorragique. Donc c'est vrai que la femme enceinte, on recommande des pinces très coupantes, par exemple celles qui sont restérilisables, qui font des coupes très nettes. On peut faire 1 ou 2 biopsies et bien sûr il faut informer la patiente qu'elle peut repartir peut-être avec une mèche dans le vagin. Et bien sûr, j'ai écrit, mais vous vous doutez, le curetage endocervical est complètement
contre-indiquée. Alors, on va voir quelques colposcopies pour terminer. Parfois, elle est facile, un col sans préparation avec une zone rouge assez congestive, mais rappelons-nous, on est chez la femme enceinte. On applique l'acide acétique, on va repérer les papilles. Alors, chez la femme enceinte, vous voyez, elles sont grossières, les papilles, hein. Il y en a des grosses, des petites, etc. Mais en faisant le tour, on va trouver la ligne de jonction et repérer sur la lèvre antérieure une transformation atypique de grade 2A. On récline la glaire à lèvre postérieure, la même zone, on fait une biopsie et on a notre lésion intraépithéliale de haut grade sans signe de gravité et on va recontrôler cette dame et elle sera réévaluée dans le postpartum. Ici, un autre cas. À l'œil nu, maintenant que vous avez vu les nodules de décidiose, on repère tout de suite ces nodules. On applique l'acide acétique, on a un blanchiment de ces nodules, on a cette glaire évidemment qui nous gêne. On va s'approcher, on repère, jouxtant les petits nodules, une zone de transformation atypique de grade 2 qui sera biopsiée. De la même manière qu'on a fait tout à l'heure avec le coton-tige, on va chercher la ligne de jonction en postérieur que l'on aura réussi à trouver. Et de la même façon, biopsie, diagnostic de lésion intraépithéliale de haut grade, surveillance dans le postpartum. Particularité et difficulté pendant la grossesse, parfois l'aspect des lésions peut paraître un peu surévalué à cause de la vascularisation proéminente avec des mosaïques qui vont paraître notamment plus visibles, plus épaisses. Ici, une dame avec une colposcopie enceinte, de nouveau, de toute façon c'est le sujet, et vous voyez que l'acidophilie dans certains endroits est assez épaisse avec des mosaïques irrégulières. On pourrait s'attendre à une lésion intraépithéliale de haut grade et en fait il ne s'agit que de lésions de bas grade qui aura régressé dans le postpartum. Les lésions parfois apparaissent moins sévères. La cyanose, notamment du col, dont on a parlé au départ, peut rendre une réaction acidophile plus faible. Du coup, les lésions vont parfois avoir un aspect moins contrasté. Et du coup, vous voyez sur cet aspect très cyanosé, lilacé du col, lorsque l'on a mis l'acide acétique sur cette photo à droite, eh bien, la réaction acidophile paraît peu marquée. Et effectivement, on aurait peut-être pu s'attendre à quelque chose de moins qu'une lésion intraépithéliale de haut grade, mais il s'agissait bien d'une lésion de haut grade. Malgré ceci, la colposcopie pendant la grossesse, lorsqu'elle est couplée aux biopsies, 1 à 2 biopsies maximum, a une performance qui est bonne, voire très bonne, notamment pour le dépistage des lésions intraépithéliales de haut grade. Et c'est ce que l'on souhaite. Donc, c'est un examen qui est valide pendant la grossesse et dont il ne faut pas avoir peur. Alors, effectivement, quand on est débutant en colposcopie, peut-être qu'il faut que le patient, on va dire, soit confié éventuellement à un colposcopiste un peu plus expérimenté au départ. Mais dans ce cas, il faut, pour se former, je dirais quand même aller, si possible, à ces colposcopies-là pour soi-même ensuite se créer son expérience. Parce que c'est vrai qu'à force de dire qu'il faut que ce soit le référent qui voit toutes les femmes enceintes, eh bien, on ne va pas avoir de référent après. Voilà. Donc, il faut réussir à se former au contact des référents, si je puis dire. Elle peut être difficile, parfois, la colposcopie. L'exemple typique, c'est ces papilles aberrantes qui sont parfois un peu grosses. Et là, vous voyez très bien entre la réaction acidophile anormale de cet orifice cervical et dire « Ah, je vois la papille de la femme enceinte plus profondément dans le col », eh bien, il n'y a qu'un pas. Et effectivement, alors, on a bien l'impression que la réaction acidophile s'arrête ici et qu'effectivement, si j'ai dérapé, qu'ici, on a notre ligne de jonction et on va faire la même chose derrière. Et c'est là où, finalement, l'œil expert du colposcopiste, qui a déjà quelques années de travail, va permettre de se dire « Je fais ma biopsie au plus proche de la ligne de jonction, je vais avoir la lésion, donc, la plus représentative, la plus grave, et bien évaluer ce col de femme enceinte. » Et ici, il s'agissait effectivement d'une lésion de haut grade. Parfois, c'est le cas clinique qui est plus compliqué et la situation. Là, un syndrome des antiphospholipides, des lésions de bas grade qui durent depuis 3 ans, et puis tout d'un coup, on regarde le col de cette dame, on se dit il est lilacé, il est très vascularisé, on est inquiet, on l'adresse en colposcopie de référence, elle n'a pas de métrorragie provoquée, et puis bien sûr elle est sous héparine à dose efficace parce qu'elle a déjà eu des pertes, elle a déjà
eu des AVC, etc. Et on se retrouve à 31 semaines. Eh bien, c'est difficile, et c'est là où l'expert voyait une réaction acidophile faible sur la lèvre antérieure, la glaire cervicale gêne, et en postérieur, on repère une zone qui a l'air acidophile et très lugole négative. Faut-il faire des biopsies chez cette dame qui est sous... Voilà. Les experts ont tranché, on dit, écoutez, on est à 31 semaines, on va terminer la grossesse, il n'y a pas de symptômes. Vous vous rappelez ce que j'ai dit au départ, le cancer, c'est exceptionnellement sans symptômes. C'est que du Bas-Grade depuis 3 ans. Vous vous rappelez ce qu'on a dit tout à l'heure, le Bas-Grade, il n'y avait pas urgence à le traiter. Et effectivement, elle a été prise en charge dans le postpartum, mais il y avait bien une lésion intraépithéliale de haut grade. Mais c'est vrai que parfois c'est difficile et il faut savoir trancher, si je puis dire, sans être dangereux pour la femme enceinte. Alors que faut-il faire du coup des lésions de haut grade pendant la grossesse? Il faut différer le traitement dans le postpartum, sauf si on a une suspicion de lésion invasive. Ne pas oublier que si on veut les traiter, on va être de toute façon moins efficace. Plus de 50% des conisations pendant la grossesse ne sont pas insano, donc en plus on n'aurait même pas traité la patiente. On ne conisera que s'il y a une suspicion d'invasion et il faudra réévaluer dans le postpartum avec une cytologie et une colposcopie les lésions de haut grade. Il ne faut pas se contenter d'un seul examen, et ça vraiment 2 à 3 mois après la naissance, c'est-à-dire pas lors de la visite du postpartum qui se fait à 6 semaines. Il faut laisser un petit peu plus de temps pour avoir un col anatomiquement aisément observable. Voici un exemple. Madame Kelly, donc vous voyez, elle a eu le diagnostic pendant la grossesse d'une lésion de haut grade, une belle transformation atypique de grade 2, une ligne de jonction bien suivie. Voilà, une biopsie, lésion de haut grade. Elle est revue dans le postpartum, sa cytologie est normale et sa colposcopie est normale également. Le mot de la conclusion, c'est que la colposcopie, il faut continuer à en faire, c'est essentiel. Ici, une cytologie très suspecte, et si on interroge la patiente, elle a des saignements. On lui fait cette colposcopie. Vous vous rappelez tout à l'heure, Jean Gondry a dit est-ce que c'est un ectropion? Là, en tout cas, vous remarquerez que ce col congestif n'est pas centré. Il est excentré, cette rougeur. On met l'acide acétique. Il y a des suintements hémorragiques centraux. Ici, il y a peu de réactions acidophiles. Ça reste aussi rouge. La lésion, elle est là. Elle est également là. Il s'agit d'un cancer invasif. La patiente a bénéficié d'une interruption de grossesse et a pu être soignée. Même chose, une dame adressée pour des lésions condylomateuses de l'orifice cervical. Et effectivement, on voit un condylome très bien. On applique l'acide acétique. Et là, perte de substance à l'acide acétique. On remarque cette ulcération. À l'interrogatoire, elle avait bien des métrorragies provoquées. Vous voyez l'importance de l'interrogatoire. La conclusion, c'est que la colposcopie, évidemment, est cliniquement, on va dire, plus difficile à réaliser chez la femme enceinte. Il faut bien connaître les changements physiologiques, surtout l'aspect que peut prendre la déciduose. Le but de cette colposcopie va être d'exclure une pathologie invasive, puisque tout le reste, on n'y touchera pas. Et il faut évidemment qu'il y ait une espèce de concordance cytocolpo-histologique, sinon ça c'est valable partout. Et le traitement chirurgical est vraiment réservé aux suspicions d'invasion. Il ne paraît pas licite de changer finalement les recommandations qui avaient été mises en 2016, sauf qu'au départ, les plus de 30 ans seront triés par l'HPV au risque, et ceux qui auront la cytologie réflexe seront bien sûr ceux qui ont eu l'HPV au risque positif. Et on fera des colposcopies aux dames qui ont des cytologies à risque de lésions intraépithéliales de haut grade, avec une proportion importante, voire de lésions invasives. Je vous remercie. Alors, merci Ségolène. Donc, comme les sujets sont très différents les uns des autres, vous pourrez toujours, si ça vous vient après, les poser à la fin. Mais là, si vous avez des questions brûlantes devant ce très bel exposé, Ségolène, reste là-bas, 2 minutes. Est-ce qu'il y a des questions? Regardez. Une question. Une jeune dame. Pour le contrôle en postpartum, à quel moment du postpartum exactement vous recommandez À partir de 2 mois. À partir de 2 mois dans le postpartum, juste après la visite postnatale. Et puis ça permet de laisser la spécificité à l'une et à l'autre des visites et de se concentrer entièrement
sur la colposcopie et la prise en charge de la lésion. C'est capital. Et il faut donner le rendez-vous, évidemment. Alors ça, c'est très, très important pour avoir le moins de perdu de vue possible. Donnez le rendez-vous vous-même quand vous voyez la dame pour la colposcopie. C'est important. Oui, j'ai une question concernant les dames qui donc sont diagnostiquées en dehors de la grossesse. Donc on a un CIN3 sur la biopsie, on prépare la conise et qui viennent annoncer qu'elles sont enceintes. Alors il y a déjà une partie d'anxiété avec laquelle elles viennent et donc on est obligé d'expliquer la surveillance pendant la grossesse. Comment vous gérez ça? À quel rythme de surveiller? Alors, on a une expérience personnelle avec une dame qui était suivie en ville, mais avec le même topo qui, in fine, après l'accouchement, se retrouve en métastase, donc qui nous laisse, mauvaise, voilà, oui, voilà, et qui nous laisse vraiment. Enfin, mauvaise nous on les passe en expérience, RCP, mais on ne sait pas trop comment les surveiller, comment essayer de les rassurer aussi. Parce que quand elles voient les schémas, c'est Yann 3 et après micro-invasion, invasion. Donc elles disent 9 mois c'est beaucoup et même quand on leur parle du suivi à mi-chemin de la grossesse, elles sont très très anxieuses. Ben oui, je me doute. Ça dépend vraiment de votre colposcopie initiale parce que du coup vous allez avoir forcément plus ou moins bien évalué votre lésion de haut grade au départ. Donc il faut reprendre, alors c'est vrai que c'est très facile quand on a la vidéocolposcopie parce qu'on peut revoir les clichés de cette colposcopie et réévaluer la pertinence de votre diagnostic parce que finalement il ne faut pas oublier que les lésions intraépithéliales de haut grade, on les résèque parce qu'on veut être certain qu'il n'y ait pas justement une lésion invasive ou micro-invasive cachée sur une sous-évaluation de votre lésion initiale. Et c'est probablement malheureusement ce qui s'est passé chez votre patiente. Donc je crois qu'il faut être dans ce cas capable soit de réévaluer la dame enceinte une nouvelle fois, puisqu'on la voit pour lui expliquer finalement la conisation, et de refaire le bilan lésionnel exactement, et de se dire, parce que c'est vrai qu'il y a des cas, vous voyez, qui sont, alors je dirais, faciles, et puis d'autres, on a vu plus difficiles, où là on va se pencher peut-être vers des experts au niveau par exemple d'un centre hospitalier, universitaire, et d'autres cas, vous voyez, où on voit la lésion, on sait que ça ne peut pas être plus grave. On a vu la décolposcopie. Donc soit vous êtes dans un cas comme ça, j'ai envie de dire presque très simple, vous lisez votre lésion de haut grade, ce n'est pas un cancer, vous pouvez, en surveillant votre patiente de manière intermédiaire, dire il n'y aura pas de dégénérescence en cancer, ça n'accélère pas, ça les études l'ont montré, la progression d'une lésion bien évaluée. Soit vous êtes dans une situation très difficile, comme on peut avoir, et dans ce cas, effectivement, il faut s'entourer peut-être d'un autre avis, refaire d'autres clichés pour avoir un avis un peu comme une RCP, finalement. Et voilà, c'est ce que je peux vous conseiller. Je ne sais pas si tout le monde... On est d'accord avec toi. Bon, c'était très clair, Ségolène, des très belles illustrations comme d'habitude. On va peut-être passer un petit jeune que vous connaissez tous, qui va nous parler encore de l'importance capitale de l'outil qu'est la charte de qualité en colposcopie. Cette remarque pose bien le problème de la valeur de la colposcopie et donc de l'importance de cette qualité de la colposcopie. Je ne sais pas comment on fait. Ah non, avec ça. Alors, la charte de qualité en colposcopie, c'est un grand mot pour nous dire qu'il est important de fournir une colposcopie de qualité aux patientes, et c'est vraiment un outil indispensable que nous avons essayé de mettre en œuvre au niveau des 4 sociétés scientifiques gynécologiques françaises, le Collège national de gynécologues obstétriciens, la Société française de colposcopie, la Société française de gynécologie et la Fédération nationale du collège de gynécologue médical. Les 4 se sont associés pour mettre en place des outils de qualité. Pourquoi mettre un outil de qualité? Parce que vous avez vu qu'au fond, tous les arbres décisionnels que nous mettons en œuvre, HPV positif, persistant, cytologie, aboutissent à la réalisation d'une colposcopie qui doit dire est-ce qu'il y a une lésion, est-ce qu'il n'y a pas de lésion, est-ce que cette lésion est sévère, est-ce qu'elle est éventuellement invasive ou pré-invasive. Donc, tous ces éléments amènent à la colposcopie. Donc, cette colposcopie, ce n'est pas un examen standard, c'est subjectif, donc il faut qu'elle ait une certaine qualité. Et pour ça, il y a eu des décrets officiels de l'HAS notamment, et notamment une circulaire du 15 août 2020, 2 ans,
qui répète que l'ensemble des éléments de l'arbre décisionnel, du dépistage, la cytologie doit avoir un contrôle de qualité, le test HPV a un contrôle de qualité, mais la colposcopie aussi a besoin d'un contrôle de qualité, et que cette colposcopie doit être réalisée par un professionnel qui répond aux critères de la charte de qualité en colposcopie. On va essayer de voir ensemble quels sont ces critères. Donc, ça a été recommandé, notamment par la HAS. Alors, quand est-ce qu'on a besoin d'une colposcopie? Je le rappelle, juste avant 30 ans, c'est la cytologie de dépistage, et la colposcopie se fait en cas d'ASCUS ou d'AGC HPV+, ou de frottis bas grade, ASCASH haut grade, évidemment. Après 30 ans, c'est le dépistage virologique qui est mis en œuvre, et la colposcopie, elle est faite en cas d'HPV positif et cytologie, quelle qu'elle soit normale, ou en cas d'HPV persistance à 1 an. Voilà toutes les indications, en dehors des indications cliniques, qui sont la suspicion d'une lésion cervicale, un col macroscopiquement anormal qui mérite d'un examen colposcopique. Là, je parle du dépistage organisé. Donc, quand le test HPV est positif, on fait une cytologie réflexe. La cytologie réflexe montre n'importe quelle anomalie au-delà d'ASCUS, on fait une colposcopie. En pratique, quelle va être la situation? Le test HPV, par exemple, après 30 ans, il est positif, 10 à 15% des patientes, 15% à 30 ans, et puis progressivement ça diminue, et comme l'a rappelé Christine ce matin, à 65 ans, on n'est plus qu'en dessous de 5% de positivité du test HPV. Et on fait un triage cytologique. Le problème, c'est que le triage cytologique, 2 fois sur 3, dans 67% des cas, il est négatif. La cytologie est normale. Donc vous êtes devant une patiente qui a un HPV positif, une cytologie normale, vous le dites, il n'y a rien à voir, circuler, la cytologie est normale, on se revoit dans 1 an. Deuxième situation, le frottis est anormal. Donc vous avez soit un ASCUS, soit un bas grade, soit un haut grade, puisque l'HPV était positif, on va lui faire une colposcopie. Mais cette colposcopie peut être normale. Vous êtes avec un HPV positif, vous êtes avec une cytologie positive, et vous dites à la patiente, vous n'avez rien. Il faut qu'elle vous fasse confiance. Il faut vous croire. Il faut qu'elle ne puisse pas dire « mais oui, mais quand même, j'ai un frottis anormal et un HPV positif, donc je risque d'avoir une lésion sur le col ». Vous êtes devant une colpo normale après un frottis atypique. Cette situation est inquiétante à la fois pour la patiente, parce qu'elle dit « est-ce que vraiment il sait bien voir les choses ?» mais même pour le colposcopiste qui regarde le col, il se dit « elle a quand même un HPV, par exemple 16 positif, vous voyez, vous le savez, elle a un cyto qui monte à ASCUS et vous ne voyez rien sur le col, vous dites « est-ce que je n'ai pas raté quelque chose? Est-ce que je ne suis pas trompé ?» Et pour ne pas vous tromper, il faut qu'on ait une certaine expérience colposcopique. On ne peut pas faire une colposcopie tous les 6 mois et se dire « ma colposcopie est normale, circulez, revenez dans 1 an ». Donc il faut qu'il y ait un examen de qualité. Deuxième situation, l'HPV positif, mais la cytologie est négative, vous la revoyez 1 an après, vous savez que la cléarance du virus, c'est 50% de négativité au bout d'1 an. Donc la moyenne des patientes, un HPV au risque met 12 mois pour régresser en moyenne. Ça veut dire qu'au bout de d'un an, il y a encore 50% qui sont positifs. Donc ça fait 50% de positifs. Et là, vous dites, je fais une colpo. Vous avez donc 2 HPV positifs et vous faites votre colpo. Là encore, si la colposcopie est normale, après un test HPV positif à 1 an, vous êtes dans une situation encore plus inquiétante pour la patiente parce qu'elle sait qu'un HPV persistant. Et elle se dit, mais il me dit que j'ai rien. On ne peut pas me faire un petit balayage laser, une conisation, voire certaines qui viennent pour... J'ai vu une hystérectomie pour ça. J'ai vu ça. Donc, il est indispensable d'avoir une colposcopie de qualité. Autre situation qui est problématique, c'est la surveillance après le traitement. Après le traitement, on vous dit, il faut faire, comme il l'a montré, comme va le montrer Geoffroy tout à l'heure, un test HPV et puis une colposcopie quand c'est positif. Mais cette colposcopie, il faut qu'elle soit de qualité, elle est d'autant plus difficile qu'on est dans la surveillance post-thérapeutique. Alors, si on a une lésion identifiée, c'est facile. Si on a une colposcopie qui est non satisfaisante avec une jonction non vue, c'est compliqué. Et si on a une colposcopie normale, alors qu'on a fait une conisation pour un CIN3, qu'on revoit la patiente avec un HPV positif, qu'on dit la colposcopie est normale, mais vous avez un HPV positif, il faut que la patiente vous fasse confiance. Dit, franchement, j'étais venu pour ça, on m'a conisé et j'ai encore ça. Donc c'est qu'il doit y avoir quelque chose. Eh bien, il faut savoir que cette colposcopie doit être fiable. Et pour qu'elle soit fiable, il faut envisager d'avoir un contrôle de qualité. Ce contrôle de qualité, c'est la charte de qualité que nous avons mis en œuvre avec les 4 sociétés savantes. C'est
la validation d'une formation initiale universitaire, un diplôme universitaire ou un diplôme interuniversitaire. Et vous savez que depuis l'année dernière, ce diplôme en France, qui est organisé par différentes universités régionales en France, a été unifié puisqu'on a maintenant un examen national et un enseignement quasiment national avec des petits suppléments régionaux d'organisation de l'enseignement de la colposcopie. Donc ça, c'est la formation initiale qui doit être suffisante. Deuxièmement, il faut avoir une activité personnelle suffisante. Et vous voyez qu'en France, on a décidé de faire plus de 50 colposcopies par an. Ça veut dire une colposcopie par semaine. Alors évidemment, c'est très faible, mais c'est ce qu'on a considéré comme étant le minimum nécessaire pour avoir une colposcopie satisfaisante, encore que, comme on le verra tout à l'heure, ça n'est pas la recommandation qui a été retenue en Europe. Troisièmement, ça n'est pas suffisant d'avoir une formation initiale, ça n'est pas suffisant d'avoir une activité personnelle. Il faut avoir aussi une formation continue, ce que nous faisons aujourd'hui ensemble, tous. C'est, même pour nous, quand on vient faire un topo, on écoute celui d'avant, on écoute celui d'après, et on apprend toujours des petites choses qui sont de ceux des orateurs d'avant et d'après, et pour ceux qui assistent au congrès, à l'ensemble des innovations ou modifications de la stratégie qui a lieu tous les ans. Et donc on demande d'avoir tous les ans une formation continue, soit sous la forme d'un DPC, soit sous la forme d'un congrès, soit même sous la forme de formation régionale. Donc, pourquoi cette charte de qualité? Pour assurer des critères de qualité minimum pour les patientes, pour les actes diagnostiques, mais on le verra tout à l'heure, pour les actes thérapeutiques également, pour valoriser aussi les praticiens qui ont la formation continue, l'activité et la formation initiale. Et on va voir comment on essaye de valoriser ces praticiens, et enfin reconnaître, et c'est fait par l'HAS et l'INCA, puisque ça a été publié au journal officiel. Il y a donc deux qualités en colposcopie, la qualité diagnostique, celle qui fait suite au dépistage positif, examen colposcopique, avec un respect des recommandations, c'est-à-dire qu'il ne faut pas faire une colposcopie tous les ans à femmes ASCUS HPV-, par exemple. Il faut améliorer la sensibilité, la spécificité, donc la reproductibilité de l'examen colposcopique en faisant beaucoup. Plus on fait des colposcopies, plus la fiabilité de l'examen est importante. Et pour la colposcopie thérapeutique, ça c'est encore plus important, c'est qu'il faut essayer de diminuer les complications du traitement. La principale des complications, ce n'est pas l'hémorragie ou la sténose, la principale complication, c'est l'excès de traitement, les excès des indications et l'excès du volume retiré pendant la conisation. Parce que quand on n'est pas colposcopiste, on a tendance à retirer largement tout ce qui est ion négatif sur le col et en faire des grosses résections du col, et ces résections ont des conséquences obstétricales ensuite. Et donc, il est important d'utiliser la colposcopie pour diriger justement ce traitement, pour diminuer la taille de la résection, le volume de col réséqué, sans altérer les résultats histologiques. D'autre part, il faut pouvoir fournir aux pathologistes une bonne pièce opératoire pour qu'ils analysent les limites, la résection, insano, exocol, endocol, chorion. Alors que si on donne ces petits fragments-là au pathologiste, il ne peut pas dire s'il est insano ou pas insano. On ne peut pas savoir s'il y a une micro-invasion ou pas une micro-invasion sur un tout petit fragment, comme celui-ci par exemple, où il est presque impossible d'analyser histologiquement correctement. Donc, on doit faire à la fois une bonne qualité du colposcopie diagnostique, mais aussi une bonne qualité de la colposcopie thérapeutique. La Fédération européenne, qui regroupe l'ensemble, a essayé de faire des consensus au niveau européen sur les critères de qualité. Un des critères de qualité, c'est que toutes les patientes qui ont eu un traitement doivent avoir une colposcopie avant le traitement. On dirait que ça a l'air complètement aberrant, mais je vois toutes les semaines des patientes qui viennent, qui me disent « Voilà, j'ai vu monsieur machin, je viens voir vous en deuxième avis, j'ai une biopsie qui montre un CN3, il m'a prévu une conisation. » Je dis « Il a fait une colposcopie, vous examinez ?» Non. Une biopsie montrant CN3 veut dire conisation, je n'ai pas besoin de l'examiner la patiente, comme si toutes les conisations étaient identiques. Non, elles ne sont pas identiques, elles dépendent de la taille du col, la taille de la lésion, de la stratégie que l'on veut avoir, et pour ça, il faut avoir un bon examen colposcopique. Deuxième chose, les Européens ont décidé que le nombre de colposcopies minimum pour pouvoir être colposcopiste accrédité, si j'ose dire, c'est 100 colposcopies par an. 50 de bas grade, 50 de haut grade, donc 1 haut grade par semaine. Ce qui est très différent des critères que nous avons essayé d'adopter en France, qui sont plus faibles que cela, puisqu'ils sont la moitié, 50 colposcopies par colposcopiste.
Et nous avons mis en place 2 volets de la charte de qualité, un volet diagnostique, des critères d'activité et aussi un volet thérapeutique. Et le volet thérapeutique, pour lequel on peut s'inscrire, c'est d'abord être adhérent au volet diagnostique, ne peuvent faire de traitement que des praticiens qui ont la validation de la colposcopie diagnostique, parce qu'on ne peut pas enlever une lésion qu'on ne sait pas voir. Ce n'est pas possible de le faire autrement. Deuxièmement, il faut déclarer de faire au moins 30 traitements par an, c'est-à-dire, disons, 3 par mois, et avoir sur la pièce de résection au moins une histologie de lésions de CIN de plus de 70% des cas. Donc pas de surtraiter les patientes. Si on fait 30 conisations et qu'elles ont toutes des CIN1, on n'est pas dans les critères de qualité, bien évidemment. Donc le but de cette charte de qualité, c'est améliorer la qualité, si possible, du diagnostic des traitements, en respectant les recommandations, en évitant les erreurs diagnostiques, en évitant les surtraitements, sans faire de sous-traitement, bien entendu, tout en prévenant efficacement le cancer du col. C'est le but d'une colposcopie de qualité. Et pour valoriser les praticiens qui sont adhérents à cette charte de qualité, et aujourd'hui nous sommes environ 300 praticiens en France qui sont inscrits à cette charte de qualité, eh bien, nous avons mis en place une carte de géographie que les patientes peuvent trouver, que les médecins traitants peuvent trouver, que les gynécologues traitants ou, le cas échéant, les sages-femmes peuvent trouver pour dire « je veux un colposcopiste référent ». Eh bien, on va sur le site de la Société française de colposcopie, on regarde sur la carte où est-ce qu'il y a dans sa région un colposcopiste inscrit à la charte de qualité et on peut ainsi trouver ce référent pour adresser des patientes à celui-ci en sachant que cette colposcopie sera, on l'espère, de bonne qualité parce qu'il respectera les critères de la charte. Je vous remercie de votre attention. Merci Jean-Luc, c'était en clair et toujours nécessaire à rappeler ces critères de qualité. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, monsieur. J'ai une question pratico-pratique. Les gynéco-médicaux font des colposcopies, admettons qu'ils sont inscrits à la charte de qualité. Admettons. Voilà. Ce qui n'est pas fréquent, vous avez dit qu'il n'y a que 300 en France qui sont inscrits. C'est voilà. pas mal déjà. Voilà. Donc, alors, les chirurgiens qui vont les opérer, est-ce que, vous savez très bien d'où les hôpitaux régionaux, les chirurgiens qui prennent en charge ces patientes ne sont pas inscrits à la charte et peut-être ne sont pas colposcopistes. Est-ce qu'il faut que celui qui opère doit être colposcopiste et inscrit à la charte? Merci. 70% des conisations faites en France ne sont pas faites par des gens qui font de la colposcopie. 70%. Eh bien, nous voudrions que ce soit 70% des conisations qui soient faites par des gens qui savent faire de la colposcopie, parce que c'est la seule façon de réduire. Je vois des patients traités tous les jours, toutes les semaines, et je vois des cols qui sont pratiquement impossibles à surveiller après. C'est des patients qui restent avec de l'HPV positif, et quand on fait des grosses conisations, parce qu'on veut être insano a fortiori, quand un chirurgien veut enlever une lésion, il veut être insano, parce que c'est le critère qu'on pourrait considérer comme un critère de qualité. Vous avez vu que je n'ai pas donné de critère insano comme critère de qualité de la colposcopie thérapeutique. Ce n'est pas ça le but. Ce n'est pas d'être insano. Le but, c'est de retirer le minimum de lésions pour avoir le maximum d'efficacité. Et donc, les chirurgiens qui ne sont pas colposcopistes, eux, ce qu'ils veulent, c'est être insano, ce qui n'est pas un critère de qualité du tout. Parce que quand on fait ça, on va retirer beaucoup de cols et on va avoir des cols difficiles à surveiller avec des conséquences obstétricales. Oui, je pense qu'un chirurgien ne doit pas faire de conisation s'il ne sait pas faire la colposcopie. Le deuxième volet de la question, quels sont je crois que c'est porte d'entrée de plaintes médico-légales. Est-ce qu'il faut continuer à faire les conisations? Et on sait pertinemment que sont faits par des chirurgiens non colposcopistes. Est-ce qu'il faut encore laisser perdurer cette situation? Merci. Alors, en France, n'importe quel médecin peut faire un geste. Il n'y a pas d'accréditation pour faire des gestes chirurgicaux. Donc, dans la mesure où il n'y a pas de complications, que tout se passe bien, il n'y a pas de plainte médico-légale pour avoir fait une conisation quand on n'est pas colposcopiste. Mais si vous alliez, par exemple, au Royaume-Uni, en Angleterre, qui est très proche, ou en Australie, personne ne peut voir une patiente en colposcopie s'il n'est pas accrédité pour faire de la colposcopie ou faire de la conisation. Personne. C'est interdit. Et avant de pouvoir faire ça, il y a toute une stratégie de cas de surveillance de vos colposcopies pendant plusieurs mois, voire plusieurs années.
avec des dossiers qui sont envoyés tous les 3 ans pour valider votre accréditation. Mais en France, non. Madame. Moi, j'avais une question assez pratique. Quand on est dans une zone où l'accès aux soins est assez difficile, la plupart des patientes ne feront pas 1 heure de route pour aller voir un colposcopiste. Dans ces cas-là, comment fait-on? Parce que pour elles, c'est vraiment une perte de chance. Et c'est vraiment une question qu'on se pose tous les jours quand on est dans des zones comme ça. Je ne sais pas agir contre les déserts médicaux. Si on ne peut pas faire 1 heure de route pour aller faire une colposcopie, qu'est-ce que vous faites? Donc on peut faire un système comme l'OMS le propose, de faire une cryothérapie à toutes les patientes qui ont une lésion blanche sur le col ou un frottis anormal. Mais on n'en est pas là en France. Je pense qu'on peut faire 1 heure de route pour aller voir un colposcopiste. C'est pas 1 heure de route, c'est pas... Il n'y a pas d'urgence à le faire. Elle a entre 3 et 6 mois pour faire son examen après, sauf un haut grade par exemple, où il faudrait que l'examen ait lieu dans le mois qui suit, mais toutes les autres situations n'obligent pas à un examen en urgence. Je pense qu'on peut faire 1 heure de route pour aller faire une colposcopie. Sinon, il n'y a pas de solution. Je n'ai pas de solution à vous proposer. Merci beaucoup. Merci Jean-Luc. Donc maintenant, on va écouter Xavier Carcopino qui va nous parler des enjeux fondamentaux du suivi post-thérapeutique. Eh bien, merci Raphaël. Donc, merci à tous d'être présents. Je vais réussir à faire quelque chose avec cette souris ou pas? Voilà. Donc, on va parler ensemble du dernier volet de la prise en charge de nos patientes. On a fait un dépistage efficace. On a eu la chance de dépister une lésion intra-épithèle de haut grade qu'on va pouvoir traiter pour éviter un cancer. Et quand je dis on a eu la chance, c'est comme ça que je le présente toujours aux patientes, parce que quand elles arrivent toujours effondrées, on leur dit ben non, mais finalement, si on raisonne positivement, on va vous éviter des choses bien plus graves. Et maintenant, il va falloir les surveiller, parce que cette surveillance, c'est un enjeu fondamental pour le suivi de nos patientes, parce que oui, elles restent exposées à des risques. Le principal risque étant bien évidemment le risque de récidive et aussi de lésions résiduelles. Alors, je ne vais pas faire de distinction dans ces diapositives entre la récidive et la lésion résiduelle, mais vous comprenez bien que ce n'est pas tout à fait la même chose. On parlait tout à l'heure de qualité en colposcopie et en traitement. On a soulevé à juste titre la nécessité de faire les gestes d'exérèse sous contrôle colposcopique. La lésion résiduelle, c'est quand on a enlevé une lésion intra-épithèle de haut grade, mais qu'on ne l'a pas enlevée en totalité. On a bien gardé à l'esprit qu'il fallait faire des petites résections pour éviter d'abîmer trop le col de nos patientes, mais comme on n'a pas bien regardé, eh bien on a laissé de la lésion. Donc ça, c'est des patientes qui ont eu un geste d'exérèse et qui, immédiatement, dès le premier contrôle, on retrouve une lésion intra-épithèle de haut grade, et pour ces patientes, on va parler de lésion résiduelle, c'est-à-dire qu'on n'a pas enlevé ce qu'il fallait. On a aussi les récidives. Les récidives, c'est un petit peu différent. Ce sont des lésions qui vont survenir à distance, c'est-à-dire qu'on a des contrôles négatifs et puis réapparaît une lésion à distance de contrôle négatif. La littérature ne fait pas la distinction entre les deux, et en gros, quand on regarde, on va parler de récidive, ça inclut les deux, en fait, là, dans ces diapositives, vous voyez qu'on a un risque de récidive qui va osciller entre 20 et 10%. Alors, qui justifie en fait de la surveillance de ces patientes, puisque 20 à 10% de lésions résiduelles ou de récidives, eh bien, on est bien au-dessus du risque global de la population générale de faire une lésion intra-épithèle de haut grade. Donc ces patientes sont exposées à un risque plus important d'avoir à nouveau une lésion. En termes de délai, ça c'est un point qui est fondamental, c'est quel est le risque en termes de durée et de délai par rapport au geste thérapeutique d'avoir finalement cette récidive. Alors ce qu'on voit, c'est que le risque de récidive, il est clairement, majoritairement localisé dans les premières années de suivi. Et si on regarde cette courbe, c'est une synthèse de plusieurs études, vous voyez qu'en gros, la littérature dit grosso modo la même chose, le risque il est maximal dans les 2 premières années de suivi. Mais il va persister malheureusement, et s'il devient très faible après 4, 5, 6 ans, eh bien vous voyez que ce risque il ne s'annule pas, et on reste autour d'un risque autour de 3 à 5% de ces récidives, ce qui justifie en fait une surveillance prolongée. Alors probablement que, bien sûr, on va être beaucoup plus vigilant les premières années, mais vous ne pouvez pas baisser votre garde pour ces patientes dans le temps, et ça c'est un problème. Chez ces patientes, il va falloir les surveiller longtemps.
Il va d'autant plus falloir les surveiller longtemps que ces femmes restent exposées à un risque de récidive de lésion de haut grade, vous l'avez compris, je vous l'ai dit, mais restent aussi exposées, et c'est logique, à un risque plus important de cancer invasif. Et ce qu'on sait sur la littérature, c'est que grosso modo, une femme qui a eu un traitement, même un traitement bien réalisé, même en marge saine, même idéalement réalisé, conserve un risque de faire un jour un cancer du col de l'utérus qui va être 4 fois plus important que celui de la population générale. Alors quand on dit 4 fois plus important, je vous rappelle quand même que le risque de base d'avoir un cancer est très faible, mais ces femmes ont un risque plus important que la population générale. L'explication derrière, elle est que tout simplement, vous savez que c'est une pathologie liée à un virus et que ce n'est pas parce qu'on fait une exérèse que ce virus va disparaître. Et on sait que ce virus, s'il persiste, peut exposer ces femmes à un risque de refaire une lésion de haut grade et donc un risque de faire un cancer du col de l'utérus. Le problème qu'on a, c'est que si la littérature nous dit oui, le risque de cancer est plus important chez ces patientes, elle nous dit aussi que ce risque est plus important sans limite de temps. Et ça, c'est le gros souci parce qu'on a eu des premières études qui disaient ce risque qui persiste 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et aujourd'hui, les données de littérature nous disent en fait, ce risque il va persister tout au long de la vie de la patiente. Donc à partir du moment où vous faites un traitement d'exérèse, ces patientes sont exposées à un risque plus important. Alors comment les surveiller? Alors je ne vais pas vous mettre un suspense en vous présentant toutes les études qui comparent le test HPV, la cytologie, etc. Mais grosso modo, quand même, qu'on se remette les idées en place. Le test HPV, vous l'avez compris, vous le savez, est devenu maintenant le test incontournable pour le dépistage des patientes dans le cadre du dépistage du cancer du col de l'utérus. De la même manière, le test HPV est aujourd'hui le meilleur test de surveillance des patientes traitées. Et je dirais même plus, c'est même le test qui permet de valider le succès thérapeutique d'un traitement du col de l'utérus, quel qu'il soit, que ce soit une destruction ou une exérèse. En clair, la valeur prédictive négative du test dans cette indication est très largement supérieure à 90%, on approche des 100% quasiment, et on a donc, avec un test négatif, vous pouvez dire à la patiente, le traitement a été efficace, vous êtes guéri de votre lésion intra-épitale de haut grade, mais attention, vous ne pouvez pas dire qu'elle n'est pas à risque et qu'elle ne doit pas être surveillée. Donc il va falloir continuer à surveiller ces patientes, même quand elles deviennent HPV négatives, on va voir comment. Alors, juste pour vous donner une idée, grosso modo, c'est vous voyez que le problème des marges, il est souvent mis en avant. C'est sûr que les marges sont un enjeu important dans le traitement des lésions intra-épitales de haut grade du col de l'utérus, c'est une certitude, mais ça ne doit pas être un élément déterminant ou un élément clé de la prise en charge. Il est évident que si on doit essayer, dans la mesure du possible, d'obtenir des marges saines, vous voyez que ce n'est pas un facteur prédictif qui sera suffisamment pertinent pour l'utiliser, en tout cas pour indiquer une reprise chirurgicale, et ça c'est un point important et on le verra dans les recommandations. Alors, la colposcopie, après une conisation, on est tenté de dire je vais quand même faire une colposcopie à ma patiente. Et c'est vrai que si on se ramène quelques années en arrière, on avait pour recommandation de dire on va alterner la cytologie et la colposcopie pour surveiller ces patientes. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on sait sur la colposcopie en post-thérapeutique? Alors oui, bien sûr, on peut réaliser une colposcopie en post-thérapeutique, mais celle-ci va souvent être difficilement interprétable, tout simplement parce que les processus cicatriciels que vous avez engagés en faisant le geste d'exérèse sur le col de l'utérus vont entraîner des remaniements cicatriciels. Ces remaniements cicatriciels vont perturber l'aspect du col utérin et quand bien même le col serait explorable, eh bien, vous avez souvent ce genre d'image avec une zone, on voit bien cicatricielle, avec des remaniements sur le col de cette patiente et la lecture de ce col va parfois être rendue difficile. Le risque, c'est de faire des biopsies inutiles et donc, en faisant cet examen, d'être faussement inquiété par l'aspect cicatriciel du col et de faire des biopsies inutiles pour notre patiente. L'autre problème, et ça c'est des choses que vous connaissez parfaitement, c'est cet aspect-là, c'est-à-dire un col qui se sténose progressivement avec en séquelles cicatricielles du traitement et qui va rendre la surveillance de ces patientes extrêmement difficile. Je m'arrête un peu d'ailleurs sur cette diapositive, là, l'image de droite, parce que ça c'est un problème et j'appelle toujours à la plus grande parcimonie quand on indique un traitement. Souvent quand on discute avec vous, on a souvent des situations où on dit mais quand est-ce qu'on va faire une conisation, une lésion de bas grade qui persiste, on ne voit pas la jonction, etc. Sachez toujours que les bénéfices à court terme sont souvent discordants, voire même mettre en compétition avec les bénéfices à long terme. C'est-à-dire que, en gros, le fait de faire une conisation maintenant va peut-être vous permettre de dire c'est bon, je sais qu'elle a rien.
Sauf que vous risquez de vous retrouver dans la même situation 1 an plus tard, avec en plus un col qui sera cicatriciel et qui sera difficile à interpréter, voire une sténose cervicale, et vous retrouvez avec toujours les mêmes résultats de vos tests et toujours les mêmes problèmes, sans avoir résolu le souci, en ayant juste rajouté en plus le fait que je ne vois plus la jonction. Donc méfiez-vous de ça, hein. La conisation, c'est un traitement qui doit être indiqué dans des indications bien précises, et le recours à une conisation vous expose à ça, et ça il faut en tenir compte, parce qu'on parle toujours de la morbidité obstétricale des traitements, mais il y a une autre morbidité qui est la morbidité de surveillance, et qui va faire que ces patientes vont parfois finir avec une hystérectomie pour rien du tout. L'autre problème, c'est que même que lorsque le col a bien cicatrisé, l'examen du col il va souvent être plus difficile parce qu'il va falloir aller dépisser le col, utiliser des petits instruments pour accéder à la jonction, et on va se retrouver souvent avec une espèce de muqueuse endocervicale qui va faire un peu saillie avec un remaniement du col qui laisse des traces bien caractéristiques que vous connaissez. Voilà un autre exemple de col cicatriciel où vous avez ici une petite zone faiblement acidophile avec une espèce de petit cratère qui est la séquelle de la zone qui a été réséquée. On voit très bien que cette zone-là, si vous faites votre colposcopie de manière systématique, vous aurez parfois du mal à l'intégrer. Autre exemple, un col cicatriciel avec parfois la difficulté d'accéder à ces lésions qui vont parfois plonger dans l'endocole, avec ici une très belle image qui a été de Jean Gondry. On voit très bien cette petite zone acidophile avec des remaniements vasculaires qui plonge dans le canal endocervical. Alors oui, on va la voir, mais on aura parfois du mal à accéder à ces lésions endocervicales et on aura parfois du mal même à aller les biopsier et on se retrouvera parfois dans des difficultés en termes de stratégie, de diagnostic et de thérapeutique. Voilà l'exemple de cette image, bien plus fort grossissement. Donc ça, c'est une très belle image d'une lésion, d'une récidive intracervicale ou lugole. Alors oui, on peut utiliser des artifices, bien sûr, on peut utiliser un spéculum de Coogan, on peut utiliser l'application d'œstrogène pour préparer la colle à patiente, mais ces situations sont parfois difficiles. Un autre point sur lequel je veux vous alerter, c'est la pratique de l'hystérectomie. L'hystérectomie est souvent présentée par les médecins à tort et souvent considérée par les patientes tout aussi à tort comme étant le moyen de se débarrasser, entre guillemets, du problème. Donc en gros, vous avez tous en tête des patientes qui viennent vous voir en disant « Docteur, j'ai une lésion du col de l'utérus, on va faire simple, vous m'enlevez tout, on n'en parle plus et je suis guéri. » Mais vous savez bien que cette situation, cette possibilité thérapeutique, ne devrait pas avoir sa place pour une raison très simple, c'est que l'hystérectomie ne protège pas du risque de récidive sur le fond vaginal. Et ça, c'est un point qui est extrêmement important, et vous allez voir que ça va ressortir dans les recommandations. D'abord, l'hystérectomie ne doit pas être considérée comme une stratégie thérapeutique des lésions intraépithéliales de haut grade, et ça, c'est un point qui doit être clairement présenté. D'abord parce qu'en termes de balance bénéfice-risque, la morbidité et même la mortalité d'une hystérectomie n'a rien à voir avec celle d'une conisation. Et ensuite, en termes d'efficacité thérapeutique, vous faites exactement la même chose qu'en faisant une conisation en marge saine. Et vous voyez que dans cette série d'études, on a un risque de récidive chez ces patientes hystérectomisées pour une lésion intraépithéliale de haut grade, le risque de récidive sur le fond vaginal qui oscille entre 3 et 5%, voire 7%, donc qui est grosso modo le même que celui d'une conisation en marge saine. Autre point très important, l'hystérectomie finalement ne devra être gardée comme alternative thérapeutique que pour les patientes qui récidivent d'une lésion intraépithéliale de haut grade et pour lesquelles le reliquat cervical n'est pas suffisant pour envisager un nouveau geste de résection. Ce qui veut dire que quand vous prenez en charge une récidive pour une lésion intraépithéliale de haut grade qui sera mise en évidence par le suivi que je vais vous présenter, eh bien, le plus souvent, vous referez tout simplement une conisation parce que le plus souvent, si vous avez bien travaillé, vous pourrez faire 2, voire 3, voire parfois même 4 conisations. Alors, je ne dis pas que c'est les cas fréquents, mais le recours à l'hystérectomie doit être exceptionnel. Donc ça, c'est un point important, et ça veut dire donc que ces patientes hystérectomisées vont devoir bénéficier d'une surveillance également si elles ont eu une hystérectomie dans un contexte de lésion intraépithéliale de haut grade ou qu'elles avaient eu un antécédent de lésion intraépithéliale de haut grade. Je pousserai même un peu plus loin, dans les cas où vous indiquez une hystérectomie pour les lésions intraépithéliales de haut grade, l'erreur absolue, c'est de dire j'enlève l'utérus sans me préoccuper de faire un examen vaginal préalable. Et très souvent, quand on fait ces hystérectomies chez les patientes, en fait, il y a une lésion qui va se propager un petit peu sur un cul-de-sac, et vous allez faire votre hystérectomie consciencieusement, mais vous allez laisser la partie vaginale qui est atteinte par la lésion que vous essayez de traiter. Donc tout ça, c'est pour faire réfléchir, c'est-à-dire que quand on pose l'indication d'hystérectomie, c'est des indications très sélectionnées, et 2,
il faut un examen vaginal péropératoire, et ça c'est très important. Alors évidemment, le pire du pire, c'est la patiente qui a été hystérectomisée, qui se fait plus suivre et qui revient quelques années plus tard avec ce type de lésion, donc des métrorragies provoquées. Bon là, vous n'avez pas, je pense qu'il n'y a pas de, c'est pas équivoque. Vous avez tous compris qu'il s'agit ici d'un cancer invasif du fond vaginal, et malheureusement, c'est bien le cas. Voilà un exemple. Là, c'est après application d'acide acétique. Alors pour le vagin, les suspicions d'invasion, c'est toujours les mêmes signes. On se retrouve avec des érosions, avec des vaisseaux anormaux, avec un bourgeonnement, érosion spontanée, pas traumatique. Et puis l'apport de l'acide acétique et du Lugol dans cette situation n'est pas spécifique. En fait, il suffit de regarder cette lésion. Alors, quelles sont maintenant les recommandations qu'on va proposer à nos patientes quand elles ont été traitées? Alors on va commencer avec le traitement des lésions intrarectales de bas grade. Ces lésions intrarectales de bas grade, je vous rappelle, ne devraient pas être traitées normalement. Ça, vous l'avez tous en tête. Normalement, les lésions de bas grade, on ne les traite pas. Ce ne sont pas des lésions précancéreuses, on les surveille. On les surveille surtout parce qu'on a toujours peur d'être passé à côté d'une lésion de haut grade et qu'en fait ce ne soit pas une lésion de bas grade. Ça, c'est la principale raison. Et ces lésions de bas grade, on ne va pas les traiter. Mais quand on les traite, quelle surveillance on va proposer? Eh bien, on va proposer, comme toujours, alors vous avez compris, la surveillance maintenant c'est le test HPV et le test HPV seul. Un test HPV qui va être réalisé à 6 mois, et ces patientes, si elles sont négatives en test HPV, vont pouvoir retourner dans le dépistage habituel. Donc la patiente qui a une lésion intrarectale de bas grade, chez laquelle vous n'avez jamais mis en évidence de haut grade, ni à la biopsie, ni à l'analyse de la pièce de traitement. Si vous décidez, par exemple, de réaliser une conisation ou une destruction laser, elle aura un test HP de contrôle 6 mois plus tard, et s'il est négatif, elle pourra retourner dans le dépistage habituel, c'est-à-dire test HP tous les 5 ans à partir de 30 ans jusqu'à 65 ans. Donc ça, ce sont les recommandations actuelles. N'oubliez pas qu'on ne peut considérer la possibilité d'un traitement de ces lésions de bas grade que si les lésions persistent 24 mois et que il est tout à fait possible de décider de continuer à surveiller ces patientes et il n'y a pas d'indication de traitement à 24 mois. C'est une possibilité à partir de 24 mois. Si le test HP est positif, eh bien vous ferez une colposcopie, vous examinerez la patiente et vous ferez tout ce qu'il faut en fonction des résultats du test HPV. Là, on rentre dans les choses habituelles. Un point important. Le cas de la patiente qui a eu une conisation, chez laquelle vous avez eu une colposcopie initiale et une biopsie qui ont conclu à la présence d'une lésion intrarectale de haut grade, et finalement, sur la pièce de conisation, vous n'avez plus que du bas grade. Ça, c'est des situations qui arrivent de temps en temps. Donc, vous avez fait une conisation pour un haut grade documenté par une biopsie, et sur la pièce de conisation, il n'y a plus que du bas grade. Il y a différentes explications qui peuvent aboutir à ce phénomène, mais c'est une possibilité. Pour ces patientes, elles seront surveillées de la même manière que les femmes traitées pour une lésion intrarectale de haut grade. Et ce sera l'arbre suivant. Et ça, c'est un point important. Donc, si la conisation vous dit bas grade, alors qu'avant vous aviez un haut grade CIN2 ou CIN3, ce sera la même surveillance que si la conisation vous avait répondu haut grade. Donc ça, c'est un point très important. On rentre dans le dur du sujet maintenant, la surveillance des lésions intrarectales de haut grade traitées. Ces patientes doivent avoir été traitées idéalement par la réalisation d'une conisation ou d'une exérésalence, pour être plus précis, sous guidage colposcopique direct. Ce sont les recommandations actuelles données par l'INCa. Et là, je vous renvoie à la discussion sur la charte. Effectivement, la conisation n'est pas un geste très glorieux sur le plan chirurgical, mais d'abord, il doit être réalisé par quelqu'un qui a une expérience colposcopique. Et si on prend un peu de recul sur le plan santé publique, vous êtes bien plus utile à faire des conisations à des lésions de haut grade qu'à faire des curages lombo-aortiques à des stades 3. Voilà, ça c'est un truc qu'il faut bien comprendre. Alors, je sais que c'est un peu moins sexy sur le plan chirurgical, mais grosso modo, il faut savoir faire ça correctement. Donc ça sous-entend une expérience colposcopique. Une fois que ce traitement est réalisé, les patientes vont devoir bénéficier d'une surveillance. Cette surveillance, ça va être le test HPV à 6 mois. Et ça, c'est un point important, c'est le test HPV seul. On a du mal aujourd'hui à faire comprendre ça. Dans les laboratoires d'analyse, souvent, on met pas forcément surveillance. On fait le test HPV et souvent, il y aura une cytologie en complément si le test HPV est positif. L'indication actuelle, c'est de dire en surveillance post-thérapeutique, il n'y a plus de place à la cytologie dans les situations conventionnelles. On va en discuter après. Donc pour une patiente qui a été traitée, qui a eu une exérésalence, sous colposcopie, 6 mois après, test HPV. Le test HPV négatif, je vous l'ai expliqué, c'est le meilleur test pour valider la guérison de cette patiente.
On va donc dire à cette patiente, on a enlevé votre lésion, vous êtes maintenant HPV négatif, ça valide le succès de votre traitement, mais attention, il faut continuer à vous surveiller. Ça veut dire test HPV tous les 3 ans. Alors vous allez me dire, mais pourquoi pas tous les 5 ans, comme pour le dépistage? Eh bien tout simplement parce que même si on a des données qui nous permettent de dire que probablement une patiente qui a été traitée est protégée avec une durée de 5 ans comme en dépistage primaire, on n'a pas les données suffisantes pour le valider ça en surveillance. Donc aujourd'hui ce qu'on dit c'est test HPV négatif, test HPV tous les 3 ans et test HPV seul. Si le test HPV est positif, on ne fait pas de cytologie de triage et dans ces cas-là, on va indiquer une colposcopie d'emblée. Et cette colposcopie ne sera indiquée que pour les femmes HPV positives. On ne fait pas de colposcopie systématique pour les raisons que je vous ai expliquées. La prise en charge va ensuite découler de la colposcopie. Si on trouve une lésion, si on ne trouve pas de lésion et que l'examen est satisfaisant, on va refaire un test HPV 1 an plus tard. Ça, c'est le gros écueil de toutes ces prises en charge, c'est-à-dire qu'on va se retrouver avec des patientes qui, oui, ont été traitées, qui, oui, n'ont plus de lésions, qui, oui, ont toujours de l'HPV positif, et c'est à peu près 30% de nos patientes, et qui n'ont pas de lésions, et qui tous les ans vont devoir faire un test HPV, tous les ans il faudra leur faire une colposcopie, et tous les ans on va leur dire votre col est normal, mais vous avez toujours de l'HPV. Et ça c'est un vrai problème, pour l'instant on n'a pas encore trouvé de solution, même si on a des pistes, pour l'instant on continue comme ça. S'il y a une lésion de bas grade, et qu'une lésion de bas grade, on sera plutôt d'avis de la surveiller. Si on a une lésion de haut grade, on va la traiter, enfin des choses que vous connaissez habituellement. La situation difficile qui se pose malheureusement assez souvent en post-thérapeutique, c'est j'ai un test HPV positif, j'ai fait une colposcopie, ma colposcopie est interprétable, mais je ne vois pas la jonction. Et je ne vois pas la jonction, je n'ai pas de lésion, je ne vois pas la jonction, qu'est-ce que je fais? Et là, la littérature ne nous donne aucune piste valable. Donc vous êtes laissé libre de faire ce que vous voulez. En tout cas, ce qu'on vous dit, c'est qu'il n'y a pas d'indication de conisation systématique chez ces patientes qui ont une jonction non vue avec test HPV positif et col normal. Donc ce qu'on va dire, c'est pour ces patientes, eh bien là, vous pourrez vous aider de la cytologie, vous pourrez vous aider du génotypage, vous pourrez vous aider du curetage de l'endocole, mais on n'indique pas une conisation en premier lieu chez ces patientes qui ont un test HPV qui persiste à col normal et jonction non vue. Point important, pour les patientes hystérectomisées qui ont eu une lésion de haut grade, eh bien la surveillance est la même. C'est-à-dire test HPV 6 mois après, test HPV tous les 3 ans si négatif, colposcopie du fond vaginal si le test HPV est positif. Donc c'est exactement le même suivi. Pour l'adénocarcinome in situ, alors ça c'est un point un petit peu particulier, alors on le met un peu à part bien entendu, vous savez que l'adénocarcinome in situ indique normalement la réalisation d'une hystérectomie une fois que la conisation a été en marge saine. Donc pour ces patientes qui ont un adénocarcinome in situ traité en marge saine, qui ont eu une hystérectomie, elles devront avoir un test HPV de surveillance. Et donc, on pourra faire ce test HPV de la même manière que la surveillance des patientes traitées pour des hauts grades. Pour celles qui ont eu un adénocarcinome in situ traité en marge saine et qui ont choisi un traitement conservateur, je vous rappelle que c'est une option, ce n'est pas un standard, c'est une option. Adénocarcinome in situ, résection marge saine, femme qui a un souhait de grossesse et qui désire un traitement conservateur et qui a été informée des risques, toute la liste qu'on déroule, eh bien, ces patientes-là, vous devrez leur proposer une surveillance qui sera un petit peu plus rigoureuse que la surveillance des hauts grades avec traitement conservateur. Donc, ce sera à nouveau test HPV à 6 mois et test HPV seul. Mais cette fois-ci, si le test HPV est négatif, ce sera un test HPV tous les ans, à la différence des hauts grades qui auront un test HPV tous les 3 ans. Voilà, donc pour ces patientes qui auront une hystérectomie pour l'adénocarcinome in situ, c'est la même surveillance que les hauts grades et avec surveillance du fond vaginal. En conclusion, donc, l'outil désormais de la surveillance de ces patientes, c'est le test HPV à 6 mois, quel que soit le traitement réalisé, et test HPV qui sera contrôlé tous les 3 ans si ce test est négatif. Ça, c'est un point important. La colposcopie n'est pas indiquée dans la surveillance systématique de ces patientes et ne trouve sa place que pour les patientes qui sont HPV positifs.
Et enfin, il faut bien garder à l'esprit que, oui, il va falloir surveiller ces patientes longtemps et qu'on n'a pas de limite de temps pour ces patientes et qu'il va falloir continuer à les surveiller, même quand elles seront ménopausées. Alors, toute la difficulté est de savoir quand est-ce qu'on va pouvoir s'affranchir de tous ces tests et qu'on va se rabattre sur une surveillance clinique seule, parce qu'à mon sens, il y a un moment où il faudra qu'il n'y ait qu'une surveillance clinique seule, parce qu'il n'est pas logique de faire des tests HB tous les 3 ans à des femmes de 85 ans. Je pense que vous êtes tous d'accord pour dire ça. Dernier point, et ça c'est un point fondamental, l'information à donner aux patientes est la clé de l'adhésion de ces patientes à leur surveillance. Et je pense que cette information, elle doit être délivrée dès la discussion du traitement, et que quand vous donnez l'information à une patiente sur la conisation, ses modalités et son mode de réalisation, c'est à ce moment-là qu'il faut insister sur la nécessité d'une surveillance en disant bien, si je vous traite et que vous échappez ensuite à votre suivi, c'est comme si j'avais rien fait, j'exagère un petit peu, mais grosso modo, ces patientes doivent être traitées et surveillées et doivent être informées et on doit leur remettre une information écrite. J'en profite pour vous rappeler que sur le site de la Société française de colposcopie, vous avez maintenant à disposition des fiches d'information à l'usage de vos patientes, avec des fiches d'information sur la conisation, des fiches d'information sur le dépistage, mais aussi sur la surveillance, avec l'explication de cette surveillance. Et je pense que c'est très important de remettre à ces patientes une information écrite, parce que quand elles sont dans le cabinet en face de vous et qu'elles entendent « ça y est, c'est fini, maintenant on vous surveille », en fait, elles n'entendent plus rien, elles se disent « youpi, ça y est, j'ai plus rien », et elles n'ont pas entendu ce que vous avez dit. Bon, puis comme mes collègues, je vous invite chaleureusement à nous rejoindre en juin. Donc on sera très heureux de se retrouver au Beffroi, qui est une magnifique salle, et puis de partager avec vous et de vous présenter effectivement cette nouvelle approche de la classification des images colposcopiques. Voilà, je vous remercie. Merci Xavier. Je pense que ton topo va peut-être susciter un peu plus de questions que les autres. Viens à table maintenant. Voilà. Venez comme ça, vous pouvez poser des questions, bien sûr, à Xavier Carcopino, mais également aux autres orateurs, Jean-Luc Mergui et bien sûr Sigolène, s'il y a des questions que vous avez oublié de poser tout à l'heure, puisqu'on a encore 15 minutes. Bonjour. Donc, très bien. J'avais une question concernant l'adénocarcinome in situ. Mettons que sur la pièce de biopsie, vous avez l'adénocarcinome, et sur la pièce de conisation, il n'y en a pas. Finalement, on considère comment cette patiente? Positive ou pas au adénocarcinome? Merci. C'est une patiente que vous allez considérer comme positive. Vous avez un diagnostic d'adénocarcinome in situ et donc il faut la considérer comme ayant un adénocarcinome in situ. C'est-à-dire que c'est une biopsie dont on parle, hein, c'est pas d'une cytologie, on est bien d'accord. Donc à partir du moment où vous avez une histologie qui a documenté un adénocarcinome in situ, il faut la prendre en charge comme telle. Moi, j'avais une question un peu plus pratique. En fait, j'avais compris au fil des différents topos de la matinée qu'on faisait une colposcopie soit sur les frottis anormaux, soit chez les patientes symptomatiques avec notamment métrorragie. Et j'avais des questions. En fait, chez les femmes enceintes, on sait quand même qu'il y a énormément de patientes qui ont des métrorragies post-coïtales avec des frottis qui ont toujours été normaux. Est-ce que ces situations nécessitent réellement de faire une colposcopie chez ces patientes? Si ce sont réellement des métrorragies post-coïtales, oui. Il faut, c'est symptomatique, oui. Et c'est au moins une colposcopie, bien sûr, oui. Non, les patientes symptomatiques se doivent d'avoir une colposcopie. Même j'insiste beaucoup parce que ne faites pas de frottis, s'il vous plaît, on en a encore plein, c'est marqué métrorragie et vous faites des frottis. C'est un mauvais examen dans ce cas-là. Ça, c'est un point fondamental. Le frottis, la cytologie est un test de dépistage et en aucun cas un test diagnostique. Donc quand vous êtes dans cette situation, il faut une colposcopie et c'est quand même pas normal d'avoir des métrorragies post-coïtales pendant la grossesse. Hein. Et ça doit être exploré. Ok, ça marche. Vous dites... Pardon. Juste un petit mot pour l'adénoca sur la biopsie. On peut avoir aussi un CN3 sur une biopsie, une conisation blanche après. Et pourtant, c'est une lésion de haut grade qu'elle a eue sur le col. Oui. Oui, attendez, je finis sur ça. Donc oui, il faut faire l'hystérectomie, à moins que votre patiente rentre dans le cadre d'une demande de surveillance. Mais oui, il faut faire l'hystérectomie parce que le problème des lésions de type glandulaire, c'est qu'elles peuvent être multifocales et que vous ne pouvez pas exclure une probabilité de 3 à 4% de lésions résiduelles sur l'hystérectomie. Oui, parce que l'adénocarcinome in situ est très difficile à surveiller, à la fois sur le plan cytologique
colposcopique et virologique. Des questions là-bas derrière. Moi, j'avais une question. Vous dites que l'hystérectomie, elle ne met pas à l'abri d'une récidive du fond vaginal. C'est une récidive de cancer du col ou de cancer de vagin associé, enfin, HPV induite, parce que c'est la même maladie, c'est l'HPV en fait. Et alors, si c'est le cancer du col, elles sortent d'où ces cellules cervicales qui ont toutes été enlevées avec l'hystérectomie normalement? Alors, il faut comprendre une chose, c'est que votre bistouri enlève la lésion, mais n'enlève pas le virus, ou du moins pas toujours. Oui, c'est pour ça que... Donc si vous avez une infection persistante post-hystérectomie, vous pouvez très bien avoir une lésion vaginale qui apparaît dans un deuxième temps, généralement à distance, plusieurs années après. Mais ces lésions peuvent être effectivement le plus souvent des lésions intraépitales de haut grade du vagin, ou des cancers. C'est-à-dire que les deux sont possibles. Oui, donc c'est une lésion cancéreuse HPV induite, mais de nature vaginale. Oui. Oui, mais alors pourquoi de laisser l'utérus, ça les met moins à l'abri, enfin plus à l'abri d'une lésion vaginale, ça les met pas plus. Ah mais ça les met pas plus à l'abri. Par contre, ça les met à l'abri de toute la morbidité de l'hystérectomie. Oui. Okay. Je vous rappelle quand même qu'une hystérectomie, c'est un arrêt de travail d'1 mois. C'est une chirurgie qui est associée avec une morbimortalité qui est réelle, même si elle est faible. Le risque de plaie de l'urtère, il est loin d'être négligeable. Le risque, il faut vraiment, c'est une question de balance bénéfice-risque. Dans l'absolu, si l'hystérectomie était totalement anodine et pouvait être réalisée avec une reprise d'activité 2 jours après, je n'aurais probablement pas le même discours. Mais aujourd'hui, la balance va dans l'intérêt d'une surveillance de ces patientes et non pas d'une hystérectomie, sauf pour l'adénocarcinome in situ. Le risque, il est chirurgical, il n'est pas oncologique. Bien sûr. Ça ne change rien au niveau bien oncologique. Sûr, mais tout à fait. Ok, merci. Bonjour, merci pour le topo, c'était trop clair. J'ai juste une petite question pour la surveillance des lésions déjà traitées de haut grade. Donc on fait 6 mois, 3 ans et puis à vie. Mais est-ce qu'il y a un moment où on revient à 5 ans comme les autres ou pas du tout? On reste 3 ans à vie? 3 ans à vie. Pour l'instant, c'est comme ça que c'est décidé. D'accord, merci. Moi, j'ai une question sur la surveillance pour les colposcopies qu'on a réalisées pour des lésions de bas grade ou pour des HPV persistants. Quand la colposcopie est normale ou qu'on a une lésion de bas grade, est-ce que le contrôle à 12 mois, c'est un HPV de dépistage, donc plus ou moins frottis-réflexe, ou un HPV de contrôle? Auquel cas, s'il persiste positif, on refait les colposcopies chaque année. Donc, votre question, c'est quelle est la modalité de surveillance d'une lésion de bas grade, c'est ça, non traitée? Oui, c'est ça. Donc, alors, quand vous avez une lésion de bas grade non traitée, que vous surveillez, ce qui est normalement la règle, hein, donc si la patiente a moins de 30 ans, on sera plutôt sur une cytologie à 1 an. Ben, c'est l'un ou l'autre, c'est l'un ou l'autre, mais avec l'introduction du test HP, c'est voilà, vous avez compris. Dans l'arbre, c'est les deux, mais comme l'arbre date de 2016 et que l'HPV date de 2019, enfin bref. Donc toujours est-il que quand vous refaites un contrôle 1 an plus tard, c'est le test HPV seul. Et ça, c'est important parce que le choix de ça, c'est la crainte d'un faux négatif de la cytologie avec un test HP positif. Et donc d'être faussement rassuré par une cytologie négative. Et c'est vrai qu'on voit trop souvent des femmes qui sont surveillées pour un bas grade, qui ont un test HP positif, une cytologie de triage négative, et à qui on va dire c'est test HP de contrôle dans 1 an, alors que non, ces femmes devraient avoir une colposcopie en fait. Mais du coup, pour celles qui gardent leurs HPV des années ou avec des bas grades ou du portage, elles ont aussi des colposcopies annuelles. Et c'est le gros problème. C'est le gros problème. C'est-à-dire, tant qu'on restera sur ces attitudes-là, on aura effectivement des patientes qu'on va voir tous les ans pour une colposcopie, pour un test HPV positif, et qui, majoritairement, à plus de 80% d'entre elles, ne feront jamais de lésion de haut grade. Oui. Donc, vous avez répondu un petit peu en partie à ma question. Donc, pour la surveillance post-traitement pour des lésions bas grade, surtout avant 30 ans, donc, quand je fais un test HPV, je ne suis pas frottif ou c'est plutôt surveillance par frottis? HPV. La surveillance des traitements, c'est test HPV. Il n'y a plus aucune place pour la cytologie en pratique courante. Les seules situations dans lesquelles vous pouvez demander une cytologie, c'est les situations où vous êtes en difficulté avec la colposcopie, une jonction non vue ou des choses comme ça. Et je suis gêné par le timing de contrôle de test HPV 6 mois après le traitement. C'est-à-dire, si je ne la traite pas, je la surveille dans 1 an. Je la traite, je la surveille dans 6 mois et voire même une colposcopie. Je ne comprends pas la surveillance post-traitement pour les lésions bas grade. On fait un test HPV dans 6 mois.
Oui. Alors que si je ne la traite pas, je la revois dans un an. Oui. Mais ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire que vous avez traité une lésion de Bagrade. Une lésion de Bagrade que vous traitez, c'est une lésion qui devient par elle-même, qui est un peu différente. Okay. Et souvent, vous traitez les Bagrades, pourquoi? Parce qu'elles persistent, parce que la femme est âgée, parce que la jonction n'est pas bien vue, pour toutes ces raisons-là. Donc chez ces patientes-là, on va plutôt proposer un test HPV de contrôle à 6 mois, parce qu'on est dans la séquence traitement. Oui. Ce n'est pas la même chose. Oui, s'il vous plaît. Dans le cas des conisations qui ne sont pas insano, pour des lésions intra-épithéliales de haut grade, est-ce qu'il faille toujours les reprendre? Jamais. Parce que généralement, lorsque on les reprend... Non. Il a dit exactement. Pour toutes les patientes, vous avez vu que dans la recommandation, c'est à Xavier de répondre, bien sûr, mais vous avez vu que dans l'arbre décisionnel, on ne vous a pas dit insano, non insano. On a dit, vous avez traité une lésion de haut grade, quel que soit sauf invasif, évidemment, quel que soit le résultat histologique, vous faites un contrôle à 6 mois. Virologique. S'il n'y a plus d'HPV, c'est que même si vous n'êtes pas insano, il ne reste plus de lésions résiduelles a priori. Parce que la valeur prédictive négative du test HPV montre que vous n'avez pas besoin de reprendre votre patiente. Maintenant, si le virus persiste, c'est qu'il y a un risque qu'il y ait une lésion résiduelle. Donc vous allez examiner pour voir si vous mettez en évidence une lésion résiduelle. Vous ne mettez pas de lésion résiduelle en évidence, vous revoyez la patiente 1 an plus tard. Ok, merci. Alors, oui. Pour des lésions au grade qui ont été diagnostiquées chez une femme au préalable de sa grossesse, donc je fais suite un peu à la question de tout à l'heure, oui, c'est pour Madame Lanta. Après l'accouchement, on refait une colposcopie. On est bien d'accord, c'est juste pour voir s'il n'y a pas une suspicion d'une invasion. C'est pour la traiter. Oui, c'est s'il pour n'y voir s'il a plus la lésion. Comme elle a accouché, on va pouvoir la traiter si la lésion a persisté. Uniquement si elle a persisté, mais on se base plus sur la biopsie qu'elle avait fait avant. Non, on reprend le col, on refait l'examen complet, comme si on cherchait une lésion de haut grade à nouveau, puisqu'on l'avait trouvée pendant la grossesse. Elle a été diagnostiquée avant la grossesse. Ah, même avant, c'est pareil. Avant. Elle a accouché, voilà, c'est pareil. D'accord. Merci. De quelques semaines d'écart. Oui, rebonjour. Ici. J'ai un petit problème intellectuel, en fait, avec les recommandations que vous avez exposées, que je suis bien sûr scrupuleusement, mais vous avez dit tout à l'heure, très justement, on n'enlève pas le virus avec le bistouri. Avec le bistouri, on enlève la lésion, que ce soit une conisation ou un laser, mais on enlève la lésion, et c'est ce que je dis à mes patientes, je ne tire pas sur le virus avec une carabine. Pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, l'HPV disparaîtrait? Et voilà, c'est mon problème intellectuel, j'y arrive pas. Enfin, j'ai du mal à convaincre. Alors, rassurez-vous, il y a plein de choses qu'on ne comprend pas. Il ne faut pas que ça vous empêche de dormir, parce qu'il n'y a pas que ça qu'on ne comprend pas. Mais en pratique, le site de la lésion est le site de l'infection majoritaire. Le plus souvent, c'est ça. Alors oui, il y a du virus autour. Et c'est vrai qu'en enlevant la lésion, vous pouvez avoir un virus qui persiste, mais quand même, majoritairement, le fait d'enlever la lésion va enlever le virus. Quand je vous dis le bistouri n'enlève pas le virus, c'est vrai et c'est faux à la fois. C'est-à-dire qu'en fait, en enlevant la lésion, vous allez, dans la majorité des cas, enlever le virus, mais vous avez, je dirais que c'est autour de 30% de femmes qui vont rester HPV positives, malgré l'ablation de la lésion, et la majorité de ces femmes n'ont plus de lésion, mais elles ont toujours du virus. Donc, je n'ai pas d'explication claire à vous donner, parce que ça dépend où le virus se cache, et ça dépend où il se trouve, ça dépend de plein de choses, ça dépend aussi de la possibilité qu'elle se réinfecte aussi. Donc, il y a plein de choses qui entrent en jeu, mais en tout cas, c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Enfin, je pense. Ma question complète un petit peu la précédente. Qu'est-ce qu'on fait dans le cas d'une hystérectomie et on a un HPV positif qui persiste? On fait une colposcopie. On ne fait plus rien. On fait une colposcopie et en l'absence de lésion, vous ne faites surtout rien. Et vous allez me dire, est-ce qu'on met du colpofix et du papilloquet? Et je vais vous dire, ça ne sert à rien. Voilà. Okay. Donc voilà. Au moins c'est clair. Moi, j'ai une question sur le typage HPV. Est-ce que vous le prenez en compte dans votre pratique? C'est-à-dire une patiente qui a, sur le premier frottis, un typage HPV 16, ASCUS, qui a donc la colposcopie, qui a un Bagrade à la colposcopie qu'on ne traite pas. Lors de la surveillance, lorsqu'elle refait le test HPV à 1 an,
que l'HPV 16 n'est plus présent, mais que par contre, elle a un autre typage HPV. Je ne sais pas où vous êtes. Oui, bon, voilà. Le typage HPV, vous avez vu que dans tous les arbres décisionnels, on ne tenait pas compte du typage, c'est-à-dire pas du test. Le test HPV est important, qu'on soit positif à haut risque ou négatif à haut risque, mais le génotype n'est pas pris en compte en France pour l'instant. Donc, moi, je ne tiens pas compte du génotype pour prendre une décision. C'est-à-dire que le fait qu'on soit 16 un jour et un pas 16 le lendemain et qu'on redevient 16 6 mois ou 1 an après, je les surveille. Toutes celles qui sont HPV positives ont une colpo. Donc, en gros, aurait dû avoir une colposcopie. Oui. Ok. Merci. J'ai une question sur la surveillance des carcinomes épidermoïdes infiltrants ou micro-infiltrants. Vous avez parlé des adénocarcinomes. Les patientes qui ont été donc traitées par hystérectomie, pour la surveillance post-opératoire, vous faites un HPV tous les ans ou tous les 3 ans pour la surveillance du fond vaginal? Alors, les recos, elles ne tiennent absolument pas compte de la surveillance des invasifs, qu'on soit bien clair. Les données sur la surveillance des invasifs suggèrent un intérêt du test HPV pour les patientes qui ont bénéficié d'une hystérectomie seule, sans radiothérapie complémentaire ou qui n'ont pas eu de radiothérapie tout court, mais je ne peux pas extrapoler en vous disant il faut pas le faire. Et les recommandations sur la surveillance post-thérapeutique du cancer du col, c'est essentiellement l'examen clinique. Et n'oubliez pas qu'une femme peut récidiver sur un mode ganglionnaire indépendamment de sa condition HPV locale. Donc c'est un autre sujet en fait. C'est un autre sujet et je reconnais que sur la surveillance des micro-invasifs traitement conservateur ou hystérectomie seule, j'ai tendance à m'appuyer sur le test HPV, je pense qu'on le fait tous, mais je ne peux pas vous dire c'est comme ça que vous devez faire. Une chose est certaine, n'utilisez pas la cytologie dans un contexte d'antécédent de radiothérapie. Voilà, ça c'est un truc ça c'est le truc important, parce qu'elle sera perturbée et que là vous allez vous retrouver dans des grandes difficultés, parce que la lecture colposcopique d'un col irradié, je vous souhaite bon courage. Et si vous faites l'HPV, vous le faites quand même tous les ans ou tous les 3 ans? Je le fais en initial, moi. Je le fais en initial pour voir un peu où on en est et essayer de caler un peu la surveillance de la patiente. Mais encore une fois, le gros de votre surveillance, elle va être clinique. Il ne faut pas vous faire d'illusions. Sur les micro-invasifs, je le ferai comme si c'était un haut grade. Mais voilà, je suis prudent parce que c'est mon avis. Et mon avis, vous savez, avis d'expert, ça ne vaut pas grand-chose. Pour le suivi post-thérapeutique à la suite d'une conisation, quand on fait un test HPV à 1 an, on est devant un col dont le relief est très mal défini ou un col qui est cicatriciel. Pour la conduite à tenir, est-ce que quand la colposcopie elle est non concluante, est-ce que c'est là qu'on fait une cytologie ou on fait une reprise diagnostique chirurgicale? Alors, la première chose, je vous remercie de poser cette question, comme ça c'est très que ce soit bien clair pour tout le monde. Il n'y a pas d'indication de reprise chirurgicale d'emblée sur un test HPV positif, même si vous ne voyez pas la jonction. Ça ne suffit pas à indiquer une reprise chirurgicale. Et je vous rappelle que ces reprises chirurgicales ne doivent être motivées que par la preuve d'une récidive ou par une suspicion forte de récidive. Le test HPV positif ne suffit pas à avoir une présomption forte de récidive. Donc dans ces cas-là où vous ne voyez pas la jonction et vous n'avez pas de lésion visible, vous pouvez vous appuyer par d'autres outils, mais je ne peux pas vous dire lesquels sont les mieux. Souvent, ce qu'on a tendance à faire, c'est le curetage de l'endocole quand il est réalisable, parce que parfois on a du mal à le réaliser, et que ces cols cicatriciels sont parfois plus douloureux, donc on a parfois du mal à examiner ces patientes. On peut s'appuyer de la cytologie, parce qu'il est évident que s'il y a une jonction non vue et qu'on vous répond au grade, c'est pas la même chose que si la cytologie est négative. Et vous pouvez vous appuyer d'autres choses, d'autres outils. Et je ne peux pas vous dire autre chose que le génotypage, le double immunomarquage, la cytologie. Il n'y a pas de règle là. La règle, c'est pas de reprise systématique en première ligne. Merci. J'avais encore une petite question. Donc, quel est votre avis concernant les vaporisations au laser chez les dames au-delà de 30 ans avec du haut grade, avec des zones de jonction parfaitement visibles et peu étendues, on va dire, au niveau des lésions. Entre 30 et 35 ans jusqu'à 40 voire. Alors, je n'ai pas d'avis, j'ai juste à vous dire que vous êtes hors recommandation. Voilà. Donc, c'est hors recommandation. Vous avez la possibilité de faire ça pour des femmes de moins de 30 ans qui ont une lésion de haut grade, qui ne souhaitent pas de traitement d'exérèse et qui ont une petite lésion bien explorable avec une jonction bien vue. Voilà. Donc après...
Après, il ne faut pas oublier une chose, hein, c'est que si vous travaillez bien et que vous avez votre bonnet de colposcopiste au bloc opératoire, une conisation faite sur mesure allant sous colposcopie versus un laser, pour moi, c'est en termes de morbidité, c'est probablement équivalent puisque vous allez enlever très peu de colle et vous aurez au moins l'avantage d'avoir une histologie. Et après 30 ans, se passer de l'histologie, on n'aime pas trop. Voilà. J'ai deux petites questions. Est-ce que vous préconisez une surveillance particulière chez les patientes qui ont eu une hystérectomie pour des myomes, par exemple, sans lésion cervicale, non, avec une HPV négative jusqu'à... Sans antécédent de lésion, vous pouvez laisser tranquille cette patiente. Elle aura une surveillance clinique seule. D'accord. Est-ce que le statut du conjoint, du partenaire vis-à-vis de l'HPV, on peut l'introduire à un moment donné de l'arbre décisionnel pour éliminer une persistance ou une... Je vous mets un non majuscule en très gros là. Voilà. Non. Le partenaire, vous l'oubliez. S'il vous plaît. Je voulais revenir sur les métroragies. Est-ce qu'on tient compte quand même des tests HPV qui ont été faits récemment? Si on a une patiente qui a eu un test HPV négatif l'année dernière qui vient et qui, lors de la consultation, signale des métroragies post-coïtales, est-ce qu'il faut systématiquement aller directement à la colposcopie ou le fait d'avoir eu un test HPV négatif récent doit nous faire changer notre décision? C'est toujours la colposcopie qui prévaut. C'est pas un test de... Oui. On peut tomber sur d'autres choses. Voilà, c'est pas HPV, c'est HPV non dépendant, si je puis dire. Bonjour, moi j'avais une question, c'était pour les colposcopies à réaliser chez les femmes ménopausées. Souvent je suis bien gênée par rapport à la préparation œstrogénique à mettre en place, ou des fois je suis limitée. Donc nous on a l'habitude de faire de la colpotrophine une fois par jour pendant 3 semaines, mais parfois c'est insuffisant. Alors vous, qu'est-ce que vous proposez en pratique? Donc, dans la charte de qualité de la colposcopie et dans la nouvelle classification, on vous dira qu'il vaut mieux donner un traitement œstrogénique chez les femmes ménopausées. Et ça peut être la colpotrophine, un traitement local, enfin de l'œstriol, ou ça peut être aussi, s'il n'y a pas de contre-indication, pas d'antécédent vasculaire, pas de cancer hormonodépendant, de donner un traitement œstrogénique oral pendant 10 jours ou 12 jours avant la colposcopie. Ça suffit souvent à améliorer suffisamment pour faire une bonne interprétation colposcopique. Et je me permets, j'ai une deuxième question pour les patientes à qui on a réalisé une conisation et qui ont un désir de grossesse. Vous recommandez généralement combien de temps avant de se lancer dans un nouveau projet? 6 mois pour avoir... En fait, il faut d'abord avoir un contrôle qui soit négatif. Oui. Voilà. Donc, sauf urgence, c'est-à-dire qu'elle a 39 ans, il y a risque d'avoir une infertilité secondaire. En tout cas, pour ce qui est du risque d'accouchement prématuré, le délai grossesse-conisation ne joue absolument pas. Hein. Donc, c'est pas parce que vous attendez plus que voilà. C'est juste vérifier que la lésion soit absente. Moi, j'avoue que je dis rien de spécial. Alors, peut-être une dernière question parce que. En fait, j'avais juste 2 questions. Ah, c'est Christine qui décide, dernière question. Ah. Allez-y. Vous confirmez que chez les femmes immunodéprimées, on fait aussi le test HPV pour la surveillance post-thérapeutique? Oui, vous pouvez l'utiliser. Le problème des femmes immunodéprimées, vous l'avez compris, c'est que la probabilité d'être HPV positive est bien plus importante. Mais quand elles sont HPV négatives, la signification est la même. Et le deuxième cas, c'est chez une femme qui a plus que 65 ans, qui a eu une conisation et qui a un orifice cervical qui n'est plus visible et entièrement sténosé. Comment on ne peut pas faire de curetage, on ne peut rien faire? Eh bien oui, c'est des situations difficiles. Je vous invite à venir voir ma consultation. Je passe ma journée à faire des choses comme ça. C'est des situations difficiles, mais finalement le recours à la conisation diagnostique est finalement très très rare. Voilà. Par contre, moi, ma petite expérience, c'est méfiez-vous quand même de ces femmes conisées, parce que c'est pas la même chose d'avoir une jonction non vue chez une femme qui a jamais eu d'antécédent et une femme qui a déjà été conisée. Donc méfiez-vous bien. Il faut les surveiller, il faut être cohérent et il faut s'appuyer sur plein de choses différentes. Mais voilà. Après, on ne peut pas tout, hein. On est limité et ça, en fait, je pense que le plus important dans ces situations-là, c'est de bien expliquer à la patiente les limites qu'on a, ce qui la rassurera pas, évidemment, mais bien lui expliquer que voilà ce qu'on fait, voilà pourquoi on le fait, voilà les limites de notre examen et les raisons des limites. Ça prend du temps. Merci. Bonjour. J'ai une petite question. Vous êtes basé sur les surveillances par des tests HPV
après les traitements et avant et tout. Mais est-ce qu'on peut se dire que c'est uniquement la cause du cancer du col? Pourquoi on ne fait pas les surveillances par des frottis? Pourquoi c'est basé sur la recherche de l'HPV? Alors, je vous avais volontairement supprimé les diapos qui expliquent tout ça. En fait, le frottis marche moins bien. C'est tout simple. C'est-à-dire que le frottis marche moins bien, vous avez plus de fausses alertes et vous avez une moins bonne sensibilité. Donc, en gros, vous allez faire plus de colposcopie pour rien et vous dépisterez pas mieux vos patientes. C'est pour ça qu'on l'oublie. N'oubliez pas que le frottis est perturbé par le processus cicatriciel du col et que dans cette indication-là, ça marche moins bien. Je ne dis pas que ça ne marche pas. Hein. Le frottis reste, la cytologie reste un excellent examen, mais vous avez encore mieux, vous avez le test HPV qui fait mieux. Bon, ben merci pour votre participation parce qu'il y a eu plein de questions. Donc, on avait choisi le bon sujet. Donc, bonne continuation cet après-midi.